Bon, salam alaikum. Ça, c'est une autre vidéo pour vous guider à travers la création de votre service, web service, Swap ou REST. Bon, c'est une vidéo pour vous guider à réaliser votre deuxième TP que je viens de mettre sur ma page. Alors, on vous demande dans le TP de créer un service web de type Swap et un autre de type REST pour l'EGB, banque EGB qu'on a déjà créé dans le TP1. Alors, avant de commencer, on va se mettre d'accord sur un point de départ. D'accord. Mon point de départ, c'est que normalement, vous avez déjà créé le serveur qui va implémenter le banque, mon EGB, banque EGB, à savoir, alors, normalement, vous avez déjà l'implémentation, banque locale et banque remote, ainsi que l'entité compte. Alors, je vais vérifier l'entité compte. C'est une classe de type entité, d'accord, sérialisable, qui implémente l'interface sérialisable. Alors, elle a quelques annotations pour dire que c'est une classe entité. C'est quoi une classe entité? C'est une classe qui va être préparée pour être mappée sur une base de données en suivant le pattern ORM ou Object Relational Mapping que vous avez déjà réalisé dans le premier TP. Alors, cette classe va être représentée par une table dans la base de données et les objets qu'on instancie de cette classe vont être enregistrés dans la table compte sous forme de ligne ou d'enregistrement. Bien sûr, en utilisant la GPA de l'architecture G2E, la GPA est implémentée par le framework Hibernate de serveur d'application GBoss. Alors, pour ma part, j'ai une entité compte et j'ai un EGB session qui va utiliser cette entité, bien sûr en utilisant le persistence context et l'entité manager. Alors, juste une petite modification, moi j'ai changé mon EGB de stateful à stateless parce qu'en général les services web ne gardent pas l'état des clients. Des clients qui se connectent. Alors pourquoi créer un EGB de type stateful? Non, on va créer un EGB de type stateless juste pour exposer nos services web. Alors l'EGB que vous avez déjà créé, c'est un EGB qui implémente des méthodes addCount, getCount, listCount pour lister les comptes, verser, retirer, virement. Et j'ai rajouté une autre méthode, c'est la méthode removeCount qui permet de supprimer un compte de la base de données. Alors, vous devez implémenter encore cette méthode, que ce soit dans le GB ou dans le service web. Tout simplement, je vais utiliser l'entity manager avec la méthode remove et je vais lui passer un compte. Elle va supprimer le compte de la base de données, bien sûr, s'il trouve bien le compte. Sinon, elle va jeter une exception. Alors, ça c'est mon point de départ. J'ai une base de données qui a été déjà créée, d'accord. J'ai un serveur web, j'ai un serveur d'application, le GBoss. Dans ce GBoss, j'ai déjà déployé le banque EGB. Alors, ça c'est notre point de départ. Alors, après ça, pour créer un service web, on va créer un projet de type web dynamique. Tout simplement, je vais créer un nouveau projet. Je vais chercher Dynamic Web Project. Alors, Dynamic Web Project, next. Je vais le nommer banque web. D'accord. Alors, le runtime, toujours, on va le déployer sur le Wildfly 23 ou GBoss. Ça, c'est la version du module web. D'accord. Sinon, je vais laisser la configuration telle qu'elle est et finish. Je vais créer mon projet, projet banque web qui va implémenter le service web. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur le service web? L'implémentation d'un service web. On a dit que un service web, c'est quoi? C'est une classe Java simple, d'accord? Rappelez-vous le POJO, Plain Old Java Object. C'est une classe Java simple. Alors, je vais créer une classe dans le package service. Je vais la nommer banque service. D'accord. C'est une classe qui va implémenter le web service. Finish.
alors il va créer une classe simple Java. Alors, avant de créer le service web, on va utiliser, souvenez-vous, nous avons des annotations qui vont être interprétées par qui exactement? Par le JAX WS ou le Java API for XML Based Web Service. C'est une API implémentée par le JBoss qui va interpréter ces annotations. Alors, la première annotation qu'on a vue dans le cours, c'est l'annotation Web Service avec laquelle on va annoter notre classe Java. Alors, il faut faire attention, il faut vérifier que c'est le Java XWS, d'accord, pour le Web Service. Alors, elle va implémenter, elle va ajouter, importer le module nécessaire, les bibliothèques nécessaires. Alors, pour implémenter notre service, je vais utiliser les méthodes qui sont déjà implémentées dans la couche métier. Alors, un petit rappel, ça c'est l'architecture sur laquelle on est en train de travailler. C'est une architecture J2E. Alors, on a implémenté un EGB, d'accord, EGB Session, un EGB Entité. En utilisant Hibernate, en utilisant déjà l'Entity Manager, on a géré notre entité pour la persister dans la base de données. Maintenant, le deuxième projet, c'est de créer un web service, un service web de type SOAP et de type REST. Alors, rappelez-vous que notre client RMA il se connecte directement à l'EGB en utilisant quoi? En utilisant l'interface remote, d'accord, IR, ici. Alors que le service web, il va utiliser l'interface locale. Il va faire appel à l'interface locale de session bin pour invoquer les méthodes. Pourquoi? Parce que les deux composants se trouvent sur la même machine. Pas la peine d'utiliser une interface remote pour ne pas solliciter d'autres ressources. Alors, pour ma part, je vais utiliser, je vais créer un private, d'accord, un objet de type banque locale. Bon, il ramène rien. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que déjà, une sorte de dépendance. Alors, je vais aller vers le banque web, propriété. Je vais rajouter dans le Java build path toujours. Dans le class path, je vais rajouter quoi? Le projet banque EGB. C'est juste pour qu'il puisse utiliser l'interface locale de cette EGB. Sinon, on peut la déclarer. Apply and close. Alors, je vais rajouter, voilà, il va ramener banque locale, métier.banque locale. Je vais le nommer un objet je vais le nommer service. Je vais utiliser cet objet pour faire appel aux méthodes de mon EGB. Mais avant ça, je vais injecter l'EGB lui-même. Alors, ça veut dire quoi cette annotation? C'est une sorte d'injection de dépendance. Alors, je vais dire comme quoi, je vais demander à mon serveur que dans cette classe banque service, je vais utiliser, vous allez injecter un EGB qui implémente une interface qui s'appelle banque locale. Alors, c'est quoi l'EGB qui implémente cette classe, cette interface? C'est le banque EGB implémentation. De cette façon, il va reconnaître toutes les méthodes qu'on va implémenter. Alors, parmi les méthodes qui sont déjà implémentées, que vous demande de les exposer, c'est la méthode add_count. Alors, je vais créer une méthode public count. Alors, public count, il va importer le métier.entité. Je vais la nommer add count. Cette méthode, elle va demander un paramètre de type count, count CP. Alors, et on va déclarer. Alors, dans cette méthode, est-ce que je vais réimplémenter le code donc pour ajouter un code? Ça veut dire, est-ce que je vais utiliser le code? Alors, et 1 persiste? Non. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le service, d'accord, que je viens de déclarer, et je vais utiliser la méthode add_count, d'accord, point virgule. Alors, un return CP. Alors, déjà, il va me demander de rajouter un return. D'accord.
return service add count cp. Tout simplement, je vais renvoyer directement la méthode qui implémente cette directement l'implémentation. Alors, souvenez-vous bien que pour exposer cette méthode, on va utiliser une annotation qui s'appelle le web méthode. Voilà, web méthode. Alors, pour exposer cette méthode, cette méthode, elle a besoin de récupérer un compte du client. Alors, dans ce cas-là, on va déclarer un web param pour notre méthode. Ce web param, on va lui donner un nom, comme vous voulez, d'accord. Je vais donner un nom compte, d'accord. Tout simplement, de cette façon, je viens de créer une classe qui va être interprétée par le JAX-WS comme un service web, d'accord, en interprétant la notation. Dans ce service web, j'ai exposé une méthode qui s'appelle addCount, d'accord, et cette méthode, elle va accepter un web paramètre de type count. Alors, de cette façon, je viens d'implémenter la première méthode qui va être exposée comme service web, c'est la méthode addCount. Alors, pour les autres méthodes, pour ne pas passer beaucoup de temps dans la création des autres méthodes, les étudiants qui ont assisté avec moi à l'ETP vont savoir comment créer les autres méthodes. Alors, tout simplement, au lieu d'aller créer méthode par méthode, on peut clic droit sur l'objet service. Je vais aller vers source et je vais lui demander de generate delegate methods. Alors, automatiquement, il va proposer les méthodes qui sont, il va savoir que le service c'est de type banque locale, il implémente les différentes méthodes, alors il va m'afficher les différentes méthodes à implémenter, sauf la méthode addCount parce que je viens déjà de la déclarer. Alors je vais exposer toutes les méthodes, d'accord, et je vais ainsi la méthode removeCount que vous devez ajouter. Je vais exposer toutes les méthodes generate. Alors si vous allez remarquer ici, il va générer toutes les méthodes qu'on vient de créer. Alors, je vais rajouter quelques annotations, pas toutes, parce que les étudiants qui ont assisté l'ETP vont savoir comment rajouter toutes les annotations. Je vais aller par exemple vers la méthode, par exemple verset. Alors, la méthode verset, comment on va la noter? La première annotation, c'est web méthode, d'accord. Alors cette méthode, elle accepte deux paramètres. Alors on va annoter web les deux paramètres. Le premier paramètre c'est, alors on va lui donner un nom, name égal, par exemple ici c'est code, d'accord. Et nous avons un deuxième paramètre, c'est le paramètre, alors name, ici c'est montant. Alors remarquez ici que le web param, alors c'est quoi le problème ici, web param de Java X, pardon. Alors c'est ici, CTRL X, CTRL V, virgule, on va descendre ici, voilà. Alors ici le web param c'est montant, par contre dans l'implémentation du service web c'est MT. Alors qu'est-ce qu'on va afficher dans le web service? C'est bien le nom montant et pas le MT. On va voir ça quand on va tester notre web service, d'accord. Alors de cette façon je viens aussi de créer par exemple ici la méthode, je viens d'exposer la méthode verset, alors avec la notation web méthode et web param. Alors
tout simplement, je vais passer directement à la prochaine étape parce que ce que je viens de faire, je vais faire, c'est je vais annoter mon code. Normalement, les étudiants qui ont assisté au TP savent bien comment annoter le reste des méthodes. Alors, pour ma part, je viens d'annoter toutes les méthodes. Alors, on va les passer une par une. Nous avons addCount, c'est l'annotation nécessaire, getCount, listCount, elle n'a pas besoin de webParam parce qu'elle n'a pas besoin de paramètres d'entrée. Alors, la méthode verser de paramètres, la méthode retirer de paramètres elle aussi, la méthode virement 3 paramètres, c'est le compte 1, compte 2 et le montant. Ainsi que ici j'ai rajouté remove compte, elle aura besoin d'un code du compte pour qu'elle puisse le supprimer de la base de données. Alors de cette façon je viens de créer mon service web de type swap. Maintenant qu'est-ce qu'il reste? Il reste à déployer le service web. Alors pour déployer ce service web, on ne peut pas déployer directement comme on a fait avec le GB. Directement on va rajouter le banque web. Alors, pour qu'on puisse déployer notre service, on va l'associer avec notre EGB qui implémente la couche métier. Alors, on va faire un retour sur le schéma suivant. Alors, l'EGB container, rappelez-vous que l'EGB, cette couche c'est la couche métier et cette couche c'est la couche web. Cette couche c'est la couche DAO. Alors, normalement, on va faire ça ensemble. Alors, cette couche, c'est la couche web. La deuxième, c'est la couche métier, si vous vous rappelez. C'est la couche métier qui implémente les méthodes spéciales en métier. Et nous avons la couche DAO. Pour Data Access DAO, Object, pardon. Object, voilà. Alors, pour qu'on puisse exposer notre service web, on vient de créer ce composant-là, service web de type swap. Maintenant, en utilisant l'interface locale de l'EGB, pour qu'on puisse exposer ce composant, on doit l'associer avec le l'EGB Container dans une application, d'accord? Alors, si je vais modéliser ça, je vais créer une application qui va regrouper les deux composants, à savoir le composant, une application qui va regrouper les composants EGB, Web Container et l'EGB Container. Bon, pardon, remplissage, on va mettre aucun remplissage, et voilà. Alors, cette enveloppe en rouge, c'est l'enveloppe, c'est l'application qui va associer les deux composants. Comment on va associer les deux composants? Je vais revenir sur mon projet. Alors, on va créer un nouveau projet. Vous allez chercher un projet de type G2E. Alors, G2E. Je vais chercher un projet de type G2E et vous allez choisir Entreprise Application Project ou IR Project. Next. Alors, je vais l'appeler Banque IR. Je vais expliquer pourquoi. Alors, tout simplement, on va laisser la configuration on va déployer sur le Wildfly, d'accord. Et IR version 6.8, on va laisser la configuration telle qu'elle est. Next, maintenant, on va regrouper, d'accord. On va dire que cette application va associer le banque EGB et le banque web. Finish. D'accord. Alors, vous pouvez voir ici qu'il vient de créer un banque EGB dans banque IR. Pourquoi? On va voir dans les propriétés. Alors, deployment assemblé, ça veut dire il assemble quoi exactement? Alors, il assemble deux composants, le premier de type jar et le deuxième de type war. Alors, c'est quoi jar? C'est le Java Archive, d'accord. Et c'est quoi le war? C'est le Web Archive. C'est quoi le IR? C'est le Entreprise Archive, d'accord. C'est une application de type Entreprise Archive. D'ailleurs, si on va vérifier sur notre JBoss Server, alors je vais aller sur JBoss Server.
Bon, standalone, deployment, pour le moment, si je vois les deployments, c'est banque EGB de type jar. Je vais revenir ici. Alors, je trouve banque EGB de type jar. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur notre serveur. Alors, c'est add and remove. Je vais enlever le banque EGB parce qu'il va être redéployé en utilisant le banque here, add, et je vais déployer mon projet. Ok. Normalement, on doit voir des messages de déploiement. Est-ce que le déploiement a été bien fait? Voilà. Alors, 3 additional services are down to their dependencies being missing or failed. Il y a des dépendances qui manquent. On va voir c'est quoi le problème. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter mon serveur et je vais redéployer. De cette façon, on va explorer ensemble les problèmes que vous pouvez. Ok, save. Oui, j'ai pas enregistré la classe, mais bon, je viens d'enregistrer la classe. On va voir, vérifier les messages d'erreur. Est-ce qu'il y a des messages d'erreur? Ouais, le son que vous entendez c'est le son de la ventélo de mon PC parce que, eh bien, c'est le processeur qui est en train de travailler. Bon, qu'est-ce que nous avons comme problème? Alors, class service, bank service in module deployment. Il y a des problèmes. Alors, je vais voir le problème. Alors, apparemment, le message d'erreur, c'est un message qui parle toujours le même problème de version. Alors, si je vais vérifier mon message ici, alors, class service bank in module deployment from. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Unsupported class version error. Alors, c'est quoi le problème exactement? Exactement, voilà. Has been compiled, voilà, service, bank service, c'est la classe que je viens de créer, has been compiled by a more recent version of the Java runtime. Alors, c'est un problème de version toujours, à chaque fois qu'on rencontre. Alors, je vais aller vers, pour régler le problème, propriété. Alors, c'est pas banque EGB, c'est de mon banque web, d'accord? Propriété. Je vais aller vers, c'est le banque web, c'est ça, ouais, banque web, Java compiler, voilà, le 12, je vais mettre le 8, on va voir apply and close, yes, voilà, on a changé le compilateur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de redémarrer notre serveur, on va voir, bon, avant de redémarrer le serveur, je vais l'arrêter, fermer, effacer les messages pour voir s'il y a d'autres messages d'erreur. Alors, il vient de, voilà, c'était ça le problème de version de compilateur. Alors, je vois bien que il a déployé le GB, la couche métier, d'accord, et il a encore déployé mon service sur l'adresse suivante, d'accord. Alors l'adresse c'est localhost 8080 banque web. Le banque web c'est le nom du projet web et banque service c'est le nom de la classe du web service. Alors pour consulter mon service, je vais copier le lien, d'accord. Je vais aller le coller sur un navigateur. Maintenant, pour consulter exactement le WSDL ou le Web Service Description Language,
entrer normalement en utilisant, voilà, qu'est-ce qu'il vient de faire ici. Maintenant, j'ai demandé de m'exposer le WSDL ou la signature de mon service web. Alors, le JAX WS, il vient d'interpréter les annotations et de créer une signature ou une définition de ce service web. La définition, elle va être utilisée par le client pour invoquer les différentes méthodes de mon service web. Comme vous pouvez voir, c'est une signature ou définition de format XML. Alors, le swap utilise le format XML, que ce soit dans la définition du web service ou dans les messages à échanger entre le client et le serveur. De cette façon, on vient de créer notre serveur ou notre service web de type swap. La prochaine étape, c'est de tester le service en utilisant un client swap. Bon, maintenant, après avoir créé notre service web, qu'est-ce qui reste? Il reste de tester. La deuxième partie, c'est de tester ce service web. Alors, la partie qu'on vient de créer, c'est une partie quand on appelle backend, d'accord? C'est des développeurs de backend qui vont développer le service web. Alors, pour le tester, on ne va pas créer un client front-end pour le tester comme on a fait pour le banque EGB. C'est juste qu'on va tester avec un outil swap UI User Interface. C'est un outil utilisé par les développeurs back-end pour tester leurs services avant de les envoyer vers les développeurs front-end. Alors, l'outil que je viens de vous mettre déjà dans le TP, le lien pour le télécharger, c'est Swap User Interface. Le voici. Alors, je vais créer un nouveau projet. Je viens d'ouvrir. Je vais créer un nouveau projet. Alors, pour créer un nouveau projet, je vais aller Swap. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande le WSDL ou le fichier XML qui définit le service web. Alors, le fichier XML, on le trouve sur le lien suivant. Alors, sur le lien suivant, je vais copier le lien. Je vais le coller. Ici, automatiquement, il va donner un nom, project name bank service. Et je vais dire OK. Alors, il va analyser le WSDL pour exposer les différentes méthodes qui sont définies dans le WSDL. D'accord? Alors, il faut bien savoir le processus. Nous avons un JAX WS qui va interpréter les annotations de swap, d'accord, le web service, web méthode, web parent, et va créer le WSDL ou l'interface ou la définition de notre service web. Alors, le swap UI va analyser cette définition pour extraire les méthodes qui sont exposées. Alors, les différentes méthodes sont add-count, get, list et ainsi de suite. Alors, la première chose à faire, on va tester notre service en utilisant la méthode list-count. Alors, je vais essayer de lister la méthode la plus simple parce qu'elle n'a pas besoin de paramètres d'entrée, d'accord? C'est juste qu'elle va implémenter ou elle va exposer les comptes. Je vais lancer tout simplement la requête. Alors, qu'est-ce qu'on va d'abord remarquer? C'est la réponse HTTP. Le code de la réponse c'est 200 OK, comme quoi que la requête, le service web a été bien exécuté, mais il n'a renvoyé aucun résultat. Pourquoi? Parce que j'ai redémarré mon serveur d'application, alors il a effacé toutes les données qui sont dans la base de données. Alors pour cela, on va essayer d'utiliser notre client lourd pour ajouter quelques comptes, sinon on peut rajouter les autres comptes. Alors si on utilise, c'est l'occasion pour revenir sur notre client remote. Alors le client remote, celui-là, il va ajouter 3 comptes à notre base de données. Alors je vais lancer mon client lourd. Alors il va bien sûr qu'il va afficher un message d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît plus le service. Pourquoi il ne reconnaît plus le GB, le service?
Parce que, bon, je vais expliquer ça en utilisant le schéma. Voilà. Je vais essayer... bon, c'est juste pour... Alors, notre client lourd, RME, quand il sollicite le session bin ou le GB, il va utiliser l'interface remote, d'accord? Il va utiliser directement le GB container, d'accord? Pour accéder aux méthodes. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ajouté? Nous avons enveloppé notre EGB dans une application, d'accord? Ça, le framework que je viens d'ajouter. Bon, remplissage, c'est juste contour du texte. Bon, c'est pas le texte, c'est juste que je veux juste changer contour épaisseur, voilà. Voilà. Ça, je viens d'envelopper mon EGB container web container dans une application. Alors, le client RME ne peut pas accéder directement à l'EGB, il doit passer par l'application, après l'EGB. Alors, c'est quoi le problème? Je vais revenir. C'est le lookup. Maintenant, avant, on cherchait sur le lien banque EGB, mais ce banque EGB, maintenant, il se trouve à l'intérieur du banque IR. Alors, pour cela, je vais rajouter banque IR, d'accord, dans le lookup. Alors, je vais lui dire que tu vas chercher dans l'application Banque IR, exactement dans Banque EGB, un EGB qui s'appelle BK en utilisant l'interface Banque Remote. On va essayer. CTRL S. Relancer mon client. Toujours. Alors, sûrement, il y a un problème dans le nom du lookup. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher exactement le nom avec lequel il a été publié, déployé. Celui-là, ouais. Sans le slash. Voilà. EGB, banque IR, banque EGB. Alors, EGB, il n'y a pas le slash ici. CTRL S. Relancer encore mon client. Lourd. Alors, le client, normalement, va rajouter 3 comptes, à savoir 1, 2, 3, avec des soldes. Maintenant, je vais utiliser mon service web. D'accord? C'est quoi ça? Ok. Alors, je vais relancer maintenant la requête. Mon service. Alors, lancer le service. La première des choses à remarquer, c'est 200. Que la requête a été bien exécutée, il a renvoyé des résultats. Je vais voir. Remarquez bien que les résultats sont enveloppés dans un format XML, d'accord? Le code et le solde. Code et solde. Code et solde. Alors, qu'est-ce que je viens de faire maintenant? Je vais expliquer ça en utilisant le schéma. Alors, j'ai rajouté des comptes en utilisant le client RME. Directement il a utilisé les méthodes de l'EGB container pour persister des comptes dans la base de données. J'ai utilisé le client web swap pour solliciter le web container pour lister les comptes qui existent dans la base de données. Alors, que ce soit le client RME ou le client web, ils ont finalement accès à la base de données en utilisant l'application. D'accord? Alors celui-là, il a rajouté des comptes, celui-là, il a affiché des comptes. On va essayer de tester toutes les méthodes. Alors la deuxième méthode, c'est add compte. On va essayer de rajouter un autre compte. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'il vous dit que le code, c'est optionnel. Pourquoi c'est optionnel? Parce que le code, il est automatiquement géré par la base de données. Dans ce cas-là, je vais supprimer le code. Avant de supprimer le code, alors, il nous demande une date de création et un solde. Je vais donner une date de création. C'est par exemple, le 20-24. 0, on est le 03. Alors, par exemple, le 19 mars. Et un solde, par exemple, c'est le quatrième compte. Je vais utiliser le solde 444 et je vais envoyer. Alors, ma requête, je vais solliciter le service web add compte et je vais voir.
Alors, toujours la première chose à voir, c'est le code d'erreur 500, internal server. Ça veut dire qu'il y a une erreur à l'intérieur de serveur. Alors, qu'est-ce qu'il va dire ici? Un marshling error. Ça veut dire qu'il y a un problème de désérialisation du message que vous avez envoyé. Alors, en général, qu'est-ce qu'il... For input string, le point d'interrogation. Alors, tout simplement, qu'est-ce qu'il vous dit? Que le code, il n'arrive pas à désérialiser. Ça veut dire, c'est le pattern OXM, Object XML Mapping. Il n'arrive pas à mapper le XML que nous avons envoyé en un objet. Le problème, c'est le code. Alors, je vais supprimer le code. Et je vais essayer de renvoyer ma requête. Parce que le code, c'est optionnel, d'accord? Envoyer. Alors maintenant, on peut voir que HTTP, la requête 200, c'est OK. Un message de retour comme quoi le service a été bien exécuté. Je vais voir qu'est-ce qu'il a renvoyé. Alors, il a ajouté un compte 4 à la date suivante avec le solde 444. Alors, le service a été bien exécuté. On va utiliser une autre requête getCount. Alors, cette requête demande uniquement un code. Je vais envoyer toujours 200 OK. XML, il a renvoyé uniquement le code ou le compte 4 qui existe dans la base de données. Pour vérifier ça, on va voir la base de données. D'accord? On va aller vers la base de données. Alors, je vais ouvrir la base de données. Alors, je vais aller vers DS Bank, vers la table compte. Et je peux voir que les 3 premiers comptes sont des comptes qui sont créés par le client lourd. Par contre, le quatrième compte était créé par le service web. D'accord? Parce que on lui a donné la date. Oui. Je vais vérifier uniquement la date. Apparemment, dans mon service web, ouais, service add compte, ouais, je lui ai donné la date. Il a persisté la date. Je vais vérifier encore mon UGB. Add compte, oui. Alors, maintenant, on va continuer le test de nos services. Je vais tester la requête retirer. On va retirer, bon, 444 de... Alors, le code, toujours c'est 4. Je vais retirer 444 du code du compte 4. Je vais envoyer. Alors, ces 200 étaient bien exécutés, XML. Alors, il ne renvoie aucun résultat parce que c'est une void. Alors, comment je vais vérifier? En utilisant la requête list count. Voilà, je vais lister encore les comptes et voir. Alors, j'ai le compte 1, 2, 3, le compte 4. Il a retiré 444. Si vous pouvez remarquer, il a retiré la somme. Alors, on va verser. Alors, tester. Toujours le compte 4, on va lui verser les 444 qu'on a retirés, envoyer. Alors, le service a été bien exécuté. Je vais lancer une liste compte. Toujours, si vous avez remarqué, alors il a rajouté les 444. Si vous avez remarqué, les messages qui sont échangés entre le client d'un service web de type swap et le serveur sont des messages de format XML, d'accord? Swap, voilà, enveloppe, ça veut dire on a dit que le message HTTP à l'intérieur c'est une enveloppe swap dans un format XML, d'accord? Alors, virement, on va essayer de virer. Alors, on va tester le code. On va envoyer par exemple, du compte 4 au compte, par exemple, bon, 3, la somme de 444. On va envoyer la requête. Oui, la requête a été bien exécutée. Alors,
toujours vers liste, sinon on va voir la base de données. On peut utiliser la base de données. Alors je vais actualiser. Je vois bien que alors le compte 3 a été crédité avec 444 et là on voit qu'il a retiré 444. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste remove compte. Alors on va essayer de supprimer un compte. On va essayer de supprimer le compte 4 qu'on vient de créer. 4. Envoyer. Bon, on va essayer de enlever, de supprimer le compte 1. Envoyer. Alors, c'est un code true. Voilà. Il renvoie un résultat comme quoi la suppression était bien faite. Comment je vais vérifier? Je vais aller vers la base de données. Je vois bien qu'il a supprimé le compte 1. D'accord? Alors, plusieurs façons de vérifier, soit en utilisant la base de données directement, soit en utilisant le service web list compte. Alors, list compte, je vais lancer la requête. Alors, je vois bien qu'il a supprimé le compte 1. Alors, nous avons 2, 3 et le compte 4. Bon, de cette façon, on vient de créer un service web de type swap. On a testé notre service avec l'utilitaire swap UI. Bon, ça sera tout pour le service swap. Salam alaikum. C'est encore une autre vidéo pour réaliser le client PowerShell ou le client .NET de Windows pour notre service web Swap. Alors, normalement, notre service web Swap, c'est celui-là. On a créé une classe. On l'a bien annoté avec des annotations de JAX WS, avec des annotations comme Web Service ou Web Method et des Web Param. Alors, on a dit que JAX WS va lire ces annotations et va créer ce qu'on appelle un WSDL ou le Web Service Description Language. C'est un document XML qui va décrire, on a dit qu'il va décrire le service web de type swap. Après, on a réalisé un test avec si vous vous rappelez, l'outil swap UI ou User Interface. On a essayé de tester toutes les méthodes qu'on a fait dans le service web swap. Maintenant, on arrive à l'étape de créer un web service .NET ou de Windows. Alors, pour faire ça, on va ouvrir tout simplement. Bon, ce que vous voyez ici, c'est déjà un client que je viens déjà de réaliser, mais je vais refaire avec une petite explication. Alors, la première des choses, comme je viens de dire, c'est d'ouvrir une ligne de commande Windows et d'aller sur le PowerShell de Windows, d'accord? Alors, on va ouvrir le PowerShell. La première chose à donner ou à définir dans le PowerShell, c'est le lien vers le document WSDL ou le contrat qui va décrire notre service web swap. Alors, la première des choses, je vais déclarer une variable. Je vais l'appeler URL, d'accord? Et je vais lui donner tout simplement le lien vers mon service web. Alors, plus exactement, mon document WSDL, on a dit que le document WSDL, c'est on l'a publié sur localhost, le port 8080, le banque web, c'est le nom de notre projet, et le service swap, c'est le nom de la classe, avec un point d'interrogation pour pointer le WSDL. Je vais le copier. Je vais aller vers mon ligne de commande PowerShell. Je vais copier. Alors, je vais définir la première des choses, le WSDL pour mon script PowerShell. La deuxième des choses, c'est je vais créer un proxy qui va utiliser le service web. Alors, ce proxy-là, il a besoin bien sûr, de notre WSDL. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une autre variable que je vais l'appeler service, d'accord? Et je vais créer un new web service. Alors, web service proxy. Je vais lui donner le chemin ou l'URL. Le chemin vers, c'est l'option URL qui va définir
le chemin vers le WSDL. Alors, notre chemin, lien ou URL vers le WSDL, elle est dans la variable URL. Tout simplement, je vais lui dire, l'URL, elle est dans la variable que je viens de déclarer URL, avec ce qu'on appelle un name space. Un namespace, c'est un espace de nom dans lequel on va définir les variables ou bon les objets, les types de données qu'on va utiliser dans ce proxy, parce que automatiquement le PowerShell il a ses propres namespace. Dans ce cas-là, on a besoin de créer un autre namespace pour notre service. On va l'appeler banque swap, d'accord. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va récupérer le WSDL qui existe dans la variable URL, d'accord. Il va l'analyser, il va créer un proxy qui va utiliser toutes les méthodes qui existent dans notre service web. Alors, la deuxième ou la prochaine étape, je vais créer une variable, une autre variable, mais cette variable, je vais la créer à partir de mon namespace que je viens de créer ou à partir de mon proxy, d'accord. Alors, je vais dire nouveau. Alors, new object, bien sûr. New object. Je vais préciser le namespace bank swap que je viens de créer et je vais lui demander de créer une variable ou un objet de type compte du namespace bank swap. Le namespace là, il l'extrait de notre proxy qu'il vient de déjà de le créer en utilisant le WSDL. Maintenant, je viens de créer un compte dans ma variable qui s'appelle nouveau, d'accord. Maintenant, je vais utiliser cette variable qui contient mon objet compte. Je vais faire un set, ça veut dire je vais mettre le solde sur un chiffre. Alors, je vais définir le solde égal, par exemple, cette fois-ci, on va utiliser un autre chiffre, c'est par exemple 1500 dinars. Entrée. Maintenant, je vais utiliser le service pour ajouter le compte. La variable service qui contient déjà le proxy vers le proxy client vers notre service. Je vais utiliser service. Point. Maintenant, je vais appeler la méthode. Alors, avec la touche tabulation, vous pouvez parcourir les méthodes que vous pouvez appeler sur ce service. Alors, je vais parcourir les méthodes jusqu'à trouver la méthode. Alors, la méthode addCount. addCount, voilà. Et je vais lui envoyer la variable nouveau qui contient mon compte. Taper. Alors, je vois bien qu'il a renvoyé, parce que la méthode addCount va nous renvoyer un objet de type compte. On peut le vérifier ici. Alors, addCount va nous renvoyer return un compte. Ça veut dire quand on va ajouter un compte, elle va nous renvoyer les données de ce compte. Alors, dans ce cas-là, le code c'est 2. La date de création, c'est la date que je viens de faire, c'est le 24/3/2026. Alors, et le solde que je viens de préciser. Ça, c'est la première vérification. La deuxième vérification, on a une autre vérification. Si on va aller sur notre base de données, d'accord, on va aller sur la table compte. On voit bien que nous avons déjà un compte avec le solde 2300 et un autre compte avec le solde 1500. Ça, c'est juste une petite vidéo pour le client .NET ou le client Windows. Alors, maintenant, pour créer un client Java pour notre service Swap, maintenant, on va essayer de créer un service, un client léger Java pour notre service Swap. C'est-à-dire notre client Java maintenant, il va pas se connecter directement à la couche métier, c'est-à-dire à notre EGB, mais il va se connecter à notre service web Swap. Ce dernier va appeler le service métier pour réaliser le travail demandé. Alors, pour cela,
La première des choses, on va créer un projet Java. Bon, on va dire Ctrl New, un nouveau projet Java Project. Next, on va donner un nom, c'est par exemple le client swap, on va dire léger. Voilà, client swap léger. Next, finish. Non, alors, il vient de créer notre projet. Maintenant, il faut aller vers le dossier source, là où on va mettre notre classe Java. Alors, je vais aller vers la source. Voilà. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais ouvrir une ligne de commande. D'accord? Alors, sur cette ligne de commande, je vais utiliser la commande ws import de Java JDK8. Il faut faire attention, c'est JDK8 parce qu'apparemment, ils ont supprimé cette commande dans les versions Java récentes. Alors, cette commande WS import ou web service import, qu'est-ce qu'il va réaliser exactement? Il va tout simplement consulter le WSDL ou le Web Service Description Language. Il va analyser le fichier ou le document WSDL. Il va reconstituer les classes Java nécessaires ou le proxy nécessaire pour faire appel à des méthodes swap. Et la commande WS import, elle va utiliser ce qu'on a déjà vu dans notre cours, c'est-à-dire le XGC, c'est-à-dire le XML Java Compiler. Ce compiler que nous avons déjà vu dans le cours, il va lire un document XML. Il va, à partir de ce document XML, il va créer des classes Java. Alors, ces classes Java, ce sont les classes qui vont constituer le proxy pour qu'on puisse faire un appel pour le service. Alors, on va utiliser deux options. -1 pour générer normalement les fichiers sources et -p pour qu'on puisse mettre ces fichiers sources dans un package qu'on va appeler un package proxy. Et maintenant, on va lui donner exactement l'URL de notre web service. Alors, notre web service, je vais aller vers le lien vers elle. Alors, le lien, c'est celui-là. Je vais le copier, CTRL-C, et je vais le copier. Je vais donner le lien de ce WSDL dans cette commande. Alors, j'ai oublié de préciser que -1 c'est pour générer les fichiers sources, c'est-à-dire les fichiers Java, dans le dossier actuel ou le dossier actuel avec la création d'un dossier proxy qui va contenir les classes. Entrée en tant que commande interne ou externe. Pourquoi? Je vais vérifier. Alors c'est clair, j'avais une petite erreur dans la commande, c'est WS import. Voilà, entrée, analyse. Vous voyez ici bien ce qu'il est en train de faire, analyse du WSDL. Il va analyser ce document-là, le WSDL, d'accord. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va génération du code, ça veut dire le XCG, comme je viens de dire, on a expliqué dans le cours. Le XGC, c'est-à-dire qu'à partir d'un fichier XML, il va générer des classes Java, ce qu'on appelle, il va utiliser le compiler ou là le XGC. On a fait déjà un exemple dans le cours. Vous pouvez trouver l'exemple même dans le support de cours. Après, il va compiler le code et générer les classes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers notre projet cancel. Alors, la source ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander juste de rafraîchir. Alors, refresh. Dans ce cas-là, on va trouver le dossier proxy. Alors, le dossier proxy avec toutes les classes Java nécessaires pour faire l'appel proxy. On peut trouver bien sûr ce dossier ici-là, proxy, que la commande WS import a généré.
Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste juste de créer une classe Java qui va utiliser c'est-à-dire la classe Java main qui va faire appel au service swap en utilisant ces classes qu'on vient de générer. Tout simplement, je vais créer une nouvelle classe. Alors, je vais dire là, je vais créer une classe. Le package, je vais créer un autre package que je vais appeler client. La classe, je vais l'appeler client swap. Finish. Avant de c'est un public static void, ça veut dire c'est une application Java, un client léger. Finish. Alors, dans cette classe-là, je vais pas expliquer trop le code. Vous allez trouver le code dans votre TP. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Je vais copier le code directement dans ma classe. Sûrement, il y aura des problèmes. C'est par exemple ici le client, c'est client swap. On va dire changer le nom, client swap. Voilà. C'est terminé. On va essayer de lancer ce petit client Java qu'on vient de créer avec la commande WS import. Alors juste une petite explication de notre code. La première ligne est service swap service locator où c'est le service. On va instancier le service, d'accord? Bien sûr, le nom est issu de WSDL. Après, on va récupérer le port qui va nous permettre d'accéder aux méthodes. C'est notre proxy. Après, on va utiliser ce proxy-là pour réaliser d'autres appels que on peut réaliser. Par exemple, ici, nous avons le proxy system add count et bien sûr d'autres. On va lister stop lister les comptes et d'autres méthodes. Je vais aller directement exécuter mon client. Je vois bien que la première des choses, il s'est connecté au serveur swap ou web service. Il a créé, je viens de créer un compte avec add count, d'accord, add count et la somme 300, 3050. Et après, je viens de lister les comptes et voilà la liste des comptes. On peut encore vérifier notre table. On va mettre une petite mise à jour. On voit bien qu'il a créé un autre compte. Alors, la date, c'est 9h25, elle est 9h26. Il vient juste de créer ce compte-là. Ça, c'est juste une petite démonstration de notre code, de notre client swap. C'est un client Java léger que je viens juste d'expliquer qu'il vient de se connecter au service swap. Il n'est pas c'est-à-dire il vient de se connecter au service swap, il n'est pas à la couche métier qui est représentée par l'EGB et MPL. Ce sera tout pour notre deuxième client Java léger.